Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. S'inspirer des modèles coréens et roumains, c'est l'idée soulevée par le FSDBJ. En conférence de presse ce vendredi, le parti de Cheikh Bamba Dièye parle de dictature et s'insurge contre la convocation devant la justice de certains membres de l'opposition. Deux présumés djihadistes de nationalité malienne interpellés à Dakar. Ils sont soupçonnés d'être liés aux attentats de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Pour des citoyens rencontrés, le travail de la police nationale est à saluer. Leur réaction dans cette édition. Manifestation des travailleurs de l'hôtel Africa Queen de la Somone, licenciement abusif, mauvaise gestion. Ils exigent la démission de l'actuel gérant. Faute, erreur ou négligence médicale. Dans ce journal, zoom sur ces morts qui auraient pu être évitées. Le 21 février dernier, le jeune Bekay Cissé, 6 ans, a perdu la vie suite à une fracture fermée au pied. Dans ce journal, la parole à des victimes d'erreurs médicales encore en vie. Tous les vendredis, la rédaction vous propose de suivre la chronique de la semaine. Ce soir, elle revient sur le rapport annuel d'Amnesty International. Présenté mercredi dernier, il relève de nombreux manquements. Au Sénégal, pour cette année encore, la situation des droits humains est, selon l'organisation, loin d'être reluisante. Ce soir, l'invité du 20h est le directeur général de la police nationale. L'entretien d'Oumar Mal et Mamoudou Ibra Kane que vous pourrez suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres, restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Convocation devant la justice de certains leaders de l'opposition. Le parti de Cheikh Bamba Dièye était en conférence de presse ce vendredi. Le FSDBJ appelle les citoyens sénégalais à s'inspirer des modèles coréens et roumains afin, disent-ils, de s'opposer à une certaine dictature au Sénégal. Adi Atala et Ababakar Kamara. Le pays va inéluctablement à la dérive et il est temps de dire stop. C'est le constat du leader du FSDBJ, Cheikh Bamba Dièye, qui alerte le peuple et l'invite à prendre ses responsabilités pour arrêter certaines pratiques du pouvoir actuel. Si Macky Sall veut de la transparence, qu'il commence déjà au niveau de ses pieds, autour de son premier cercle, tous les voleurs de la République, tous les détrousseurs de la République sont autour de lui. Je dis que trop, c'est trop. Et il faudrait que les Sénégalais apprennent à se rendre compte que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de définir un espace inapproprié, inadéquat, où quelqu'un va se donner les moyens de se choisir ses propres adversaires, d'amoindrir suffisamment ses concurrents pour que le jour J qu'il puisse passer depuis très longtemps. Si nous ne voulons pas trahir la mémoire de nos pères et de nos grands-pères, si nous ne voulons pas hypothéquer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, c'est de faire ce que Mame Abdou Aziz disait. Si nous sommes aussi responsables que nous le prétendons pour notre pays, il n'y a rien à attendre des élections. C'est maintenant, ici et maintenant, qu'il faut se lever et mettre un terme à cette tergiversation et à cette dérive. Une pratique caractérisée par des convocations des leaders de l'opposition et l'intimidation qui vont à l'encontre de la démocratie. Des acteurs politiques qui, parce qu'ils veulent se déterminer par rapport aux élections à venir, être sous le coup d'une certaine forme d'acharnement qui ne dit pas son nom. On instrumentalise la justice, on met en garde à vue les gens, on les empêche d'agir, on les empêche de se mouvoir, alors que vous savez tous que la liberté de l'action politique et la liberté de l'homme politique, c'est son arme de tous les jours. Cheikh Bamba Dièye n'exclut pas également d'user de la désobéissance civique, comme ça s'est passé en Roumanie et en Corée. Je demande aux Sénégalais de faire comme les Coréens, qui ont été capables de mettre en branle la présidente Madame Park avec l'héritier de Samsung pour des faits de corruption avérés. Il faut que les Sénégalais aussi s'engagent dans le combat initié par le peuple roumain, qui a eu à braver pendant des mois, des nuits et des jours le froid glacial de l'hiver. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu refuser un décret qui leur imposait qu'on puisse laisser partir de véritables corrompus comme ça se passe au Sénégal.
Le FSD/BJ, au cours de son face-à-face avec la presse, s'est prononcé sur la situation socio-économique du pays, qu'elle juge catastrophique. Seydina Oumar Touré accuse Khalifa Sall de détournement de deniers publics. Le deuxième adjoint au maire de la Médina réagit. Pour Abdoulaye Martin Samb, il y a tentative de manipulation. Il assure également que le maire de Dakar ne répondra pas aux attaques de Souleymane Oumar Touré. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Alassane Ba. Je pense que Khalifa Ababacar Sall n'a pas de leçon de bonne gouvernance à recevoir de la part de Seydina Oumar Touré. Il n'a pas de leçon à recevoir de la part même de Macky Sall, parce qu'il a été homme d'État avant le président Macky Sall. Donc je pense que Seydina Oumar Touré est en quête de popularité. C'est vraiment, il appartient au crépuscule de la vie politique du Sénégal, lui et son mentor Djibo Leyti Ka. Pourquoi actuellement rassembler tous les anciens dinosaures du PS, cela prouve l'échec du président Macky Sall. Je pense que Khalifa Sall est un jeune ambitieux. Pour rappeler un fait historique, il a été le premier homme d'État, homme politique, à avoir déclaré son patrimoine au lendemain de son investiture. Cela prouve que c'est un homme honnête, c'est un homme loyal, c'est un homme sincère. Maintenant, vouloir le discréditer, jeter l'anathème sur sa personnalité, pour le mettre en mal avec sa population, je crois que c'est inopportun. Khalifa Sall n'a jamais manipulé l'argent de la mairie. Khalifa Sall, ses rapports avec l'argent sont très clairs. Il ne compte pas sur l'argent pour faire sa politique. Il est aimé par sa population, il est adulé par sa population, il n'a jamais acheté de la conscience des citoyens. La justice sénégalaise est-elle indépendante ou obéit-elle au pouvoir exécutif? Sur la question, opposition et membres du gouvernement évidemment ne sont pas d'accord. Si pour certains le pouvoir en place liquide ses adversaires politiques un par un, d'autres estiment que la justice sénégalaise est autonome et indépendante. Dans ce dossier, réaction de Babacar Ba, de Zahra Thiam et de Salah Sall. Il est signé par Mame Birame Diouf et Diafara Ba. Ils s'accordent sur le rôle prépondérant que jouent les organes de contrôle tels l'IGE, le FNAC pour la bonne gouvernance. Cependant, l'utilisation faite de leur rapport est analysée différemment. L'IGE est attaché à la présidence. Donc aujourd'hui, le président de la République a la possibilité, en tout cas, tous les rapports qui sont produits, que ce soit l'IGE, OFNAC, sont directement transmis au président de la République. Maintenant, il appartient au président de la République de saisir le parquet. J'en appelle au discernement et à l'esprit d'analyse des populations. Si ce n'était que pour des calculs politiciens, ces dossiers-là n'auraient pu ne pas être gérés ou traités présentement. C'est pour dire que la justice est indépendante, puisque c'est à la justice que revient le traitement de ces dossiers-là. Et là, le temps de la justice n'est pas le temps de l'exécutif ou le temps de qui que ce soit. L'actuel pouvoir pense que la meilleure manière de continuer à exister, la meilleure manière de rempiler, avoir un second mandat, c'est justement de mettre sous le boisseau, sous l'éteignoir, tous ses adversaires politiques. Ce n'est pas possible. Dans quel cadre s'inscrit alors le cas Khalifa Sall? Vous avez aujourd'hui Khalifa Sall lui-même qui est convoqué à la DIC à longueur de journée parce que simplement il commence à faire le tour du Sénégal, parce que simplement il ne parle plus le même langage que le pouvoir actuel. Si aujourd'hui l'on se rend compte que le même rapport que l'IGE a produit sur Khalifa Sall, le président de la République, en tout cas, ne s'est pas gêné d'ouvrir une information judiciaire, là je peux affirmer effectivement que le président de la République vise tout simplement la tête de Khalifa Sall pour l'éliminer. L'indépendance de la justice selon Zahra Thiam ne souffre ici d'aucun doute. Dans le cadre de ces missions, l'IGE, en l'occurrence pour les cas dont nous parlons, donne des, comment on appelle ça, a saisi ces différentes mairies-là par rapport à des fautes de gestion et les appelle à s'expliquer. Une fois que les institutions s'expliquent, une fois que la mairie de la ville s'explique, ça revient, l'IGE revient pour dire je suis satisfait de vos réponses ou pas. Et quand ils ne sont pas satisfaits, ils vous donnent des recommandations. Et ces recommandations-là doivent être exécutées. Maintenant, dans certains cas, la faute est tellement grave que ça va à un autre niveau.
Et c'est le cas de la ville de Dakar, qui est également sous le coup de malversation financière, jusqu'à preuve du contraire par rapport à ce qui est dit. Pour Babacar Ka, étudier de près quelques cas prouve à suffisance l'instrumentalisation de ces rapports, dit-il, par le président Macky Sall, ce qui affecte sérieusement le fonctionnement de la justice. Comment pouvons-nous accepter dans un état de droit que l'OFNAC, en tout cas qui a fait un travail qu'il faudrait se féliciter, qui a épinglé un ex-directeur des transports terrestres pour corruption et que le président de la République se permet de le nommer PCA. Et nous avons vu avec le même rapport de l'OFNAC que le DG du COUD, il a été épinglé. Le directeur du poste, il a été épinglé. Quand l'IGE, le même IGE, avait fait un rapport sur l'attribution des blocs offshore, l'attribution des blocs de Saint-Louis et de Kayar, où en tout cas son frère, le maire de Guédiawaye, était impliqué, notamment Aliou Sall, le président de la République n'a pas transmis le rapport à la division des investigations criminelles. L'utilisation des rapports des corps de contrôle de l'État remet sur la table à l'instant question de l'indépendance de la justice dans cette affaire du premier magistrat de la ville de Dakar. Arrestation au Sénégal de 2 présumés djihadistes de nationalité malienne. Alors que l'enquête suit son cours, la rédaction a recueilli la réaction de citoyens dakarois. Nombreux saluent le travail de la police nationale et invitent leurs concitoyens à s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme. Alassane Ba et Mohamed Dien ont recueilli ces réactions. Je vous propose de suivre leur reportage. Edouard Ndiaye a suivi l'arrestation des 2 présumés djihadistes dans la presse. Un coup de la police bien apprécié par ce docteur en biologie. On ne peut que s'en féliciter. Hein. Bon, on se rend compte qu'au moins la police de notre pays est en train de faire son travail. D'autres citoyens interrogés sur la question, mais apparemment l'info n'est pas suivie. Nos interlocuteurs sont d'avis que les populations doivent s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme. J'aurais bien aimé attirer l'attention des populations parce que je pense bien que les populations, aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays, doivent participer quand même à cette lutte contre les djihadistes. Parce que nous sommes tous concernés. Ce n'est plus un problème de police, c'est un problème d'intégrité territoriale. Parce qu'à chaque instant, nous sommes sous la menace. Nous ne sommes pas qui est terroriste et qui n'est pas terroriste. Et c'est pour cela que j'appelle toutes les populations à collaborer avec la police. C'est vrai que ce n'est pas évident. On peut appeler la police, elle ne vous répond même pas. Juste encourager et faire un appel aux autorités qu'ils redoublent encore plus de vigilance et appeler aussi les populations à participer à ce que tout le monde soit dans le bain. Bon. Et puis signaler les indices et les soupçons, les personnes susceptibles d'être peut-être des terroristes. Le Sénégal, oublié dans le G5 Sahel, déplorable. Ce qui est franchement regrettable, un pays comme le Sénégal, qui a un certain leadership dans la région, ne puisse pas accéder. Nous faisons partie du Sahel. On ne peut pas parler du Sahel sans parler du Sénégal, ce n'est pas possible. Et je ne sais pas ce que nos autorités attendent par rapport à cette question. Comment faire pour intégrer le G5 Sahel, on doit intégrer, on ne doit pas intégrer, je ne sais pas, mais la défaite qu'on a eue avec la candidature du professeur Badjeri devrait nous édifier par rapport à tout cela. Bakary Cissé estime qu'il faut plus de vigilance dans nos frontières. Juste contrôler et survoler, juste pour fermer les parties poreuses. Licenciement abusif, mauvaise gestion, des revendications qui ont poussé les travailleurs de l'hôtel Africa Queen à manifester ce vendredi dans les rues de la Somone. Vêtus de t-shirt rouge, ils ont demandé la démission du gérant de la structure hôtelière. Retour sur cette manifestation avec nos correspondants sur place, Charanta Diop et Seyla Thier. Cette marche pacifique a mobilisé tous les employés de l'hôtel Africa Queen. Ils ont marché sur 1 kilomètre pour revendiquer une plateforme revendicative déposée au niveau de la direction de l'hôtel qui s'articule sur plusieurs points. Depuis 15 ans, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de congé annuel payé pour les non déclarés. Depuis 15 ans, il n'y a pas eu de versement au niveau de l'IPRES. Depuis 15 ans, il n'y a pas eu de couverture médicale pour l'ensemble du personnel. Il y a des congés annuels irréguliers pour les permanents. Depuis 8 ans,
il n'y a pas de jour férié payé pour les permanents. Depuis 15 ans, il n'y a pas d'avance tabaski. Depuis quelques mois, il y a des retards de salaire. Depuis quelques années, il y a une dégradation des prestations de services à tous les niveaux. Des difficultés qui ont pour nom mauvaise gestion, des licenciements abusifs. Ces travailleurs très remontés demandent le départ du gérant de l'hôtel. Pour toutes ces raisons, nous demandons le départ de M. Mor Diop puisque nous ne pouvons plus travailler avec lui. Le représentant des propriétaires de l'hôtel Africa Queen apporte des éclairages par rapport à la situation. Nous avons confié l'hôtel en gérance à Mor Diop et ses associés depuis 2004. Au bout de quelques années, nous sommes aperçus qu'ils ne remplissaient pas ses obligations, tant en matière sociale qu'en matière d'entretien des locaux, d'entretien du matériel, renouvellement. Nous l'avons averti plusieurs fois et puis finalement, compte tenu de ces éléments, nous avons décidé de mettre fin à la location-gérance. Fort de cette décision, les travailleurs de l'hôtel Africa Queen appellent l'État et le ministère en charge du secteur à intervenir. Des hôtels à l'abandon, des salles de spectacle en ruine, des touristes qui se font désirer. C'est le visage du secteur touristique de la station balnéaire de Kafountine. Et ce, malgré l'exonération fiscale accordée par le chef de l'État, une aide destinée aux investisseurs du secteur dans toute la région de la Casamance afin d'accompagner le processus de paix et de développement en Casamance. Pourtant, les populations et les acteurs du secteur ne se disent pas découragés. Boubacar Diassi les a rencontrés. Reportage dans le sud du pays, en Casamance. Des hôtels à l'abandon, des salles de spectacle méconnaissables, voici l'image que renvoie le tourisme sur la station balnéaire de Kafountine. L'exonération fiscale accordée aux investisseurs du secteur par le chef de l'État Macky Sall n'est visiblement pas encore profitable aux populations. C'est bien de prendre des mesures, mais il y a beaucoup d'autres choses qui doivent suivre. Et malheureusement, ces choses-là ne sont pas à jour. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on se limite seulement à prendre des initiatives ou bien à réduire des taxes. Donc les taxes, d'accord, mais il y a d'autres choses qui doivent vraiment être OK. Il nous faut vraiment des hôtels dignes de ce nom, mais également la sécurité, elle est essentielle. Pour pallier cette situation et attirer des investisseurs et donc des touristes, les acteurs du secteur et les populations mettent l'accent sur des manifestations culturelles comme celle-ci. Ce qui est vraiment important, parce que nous avons les obligations et l'engagement que le président de la République a pris pour la Casamance. Organiser un événement pour démontrer à tout le monde que Kafountine regorge de potentiel touristique. C'est vraiment un cri de cœur en droit des autorités étatiques pour accompagner cet événement culturel. Il faut dire que Kafountine est l'un des rares sites touristiques en Casamance où il n'y a que des campements villageois qui fonctionnent et aucun hôtel. Le directeur général de l'hôpital régional de Kaolack répond au pharmacien en chef qu'il a relevé de son poste. D'après Saliou Sall, ce dernier l'aurait insulté, raison pour laquelle il l'aurait renvoyé de l'établissement. Une plainte serait également en cours. Plus de détails avec Ibrahima Diamé. La direction générale de l'hôpital régional de Kaolack n'a pas tardé d'apporter sa réplique suite à la sortie du SUTSAS qui prenait la défense du pharmacien en chef que le directeur avait relevé de son poste. Depuis quelques jours, on vit une certaine crise due à un monsieur, le pharmacien de l'hôpital, le monsieur Moustapha Diakhaté, qui au cours d'une réunion dans mon bureau avec le bureau du SUTSAS de l'hôpital a eu à dire des mots désobligeants, irrévérencieux à l'endroit du directeur que je suis, en allant jusqu'à m'insulter de mère, Madame Sagandé, devant mes collaborateurs qui étaient là présents. Suite à cela, le directeur n'a pas cherché. Midi à 14 h, il a enclenché avec le conseil d'administration une procédure administrative pour le relever de son poste et une procédure judiciaire en saisissant le procureur. Ce n'est pas la première fois que j'ai menacé de le traduire en justice. Il a fallu l'intervention de personnes de cet hôpital pour que je puisse laisser tomber. Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un niveau jamais atteint. Et il faut qu'on mette fin à ces ajustements-là.
Toutefois, Salutal dit être ouvert au dialogue. Il est prêt à discuter avec le syndicat, indique-t-il. Demain, ils peuvent revenir s'asseoir autour d'une table, qu'on puisse échanger avec eux, pour qu'il y ait la paix, pour qu'on puisse travailler pour le bien de tout le monde. Donc nous ne fermons pas nos portes et nous leur lançons un appel. Encore, nous n'avions pas de problème avec un syndicat, nous avons un problème avec une personne, fut-il un membre de ce syndicat-là. Le SUTSAS avait demandé au directeur de revenir sur sa décision, faute de quoi il va entamer un plan d'action. Interpellé là-dessus, Salutal indique que tout dépendra de l'issue de leur discussion. Décès du jeune Bekay Cissé, survenu à la suite d'une succession d'erreurs médicales. Âgé de 6 ans, il était soigné à l'hôpital général de Grand Yoff suite à une fracture fermée au pied. Il a ensuite été amputé avant de perdre la vie dans la structure hospitalière. Au Sénégal, faute, négligence, erreur médicale, le drame au bout du bistouri. C'est un document signé Ibou Diouf et Diafaraba. L'un a été une victime, l'autre a perdu un frère. Deux cas similaires sujetés à une erreur médicale. Un fait remis au goût du jour avec l'affaire Bekay Cissé, un jeune de 6 ans décédé à la suite d'une faute médicale. J'étais victime d'une erreur médicale. Il y avait une de mes médecins qui m'avait opéré pour ma deuxième grossesse, mais il avait fait une erreur médicale impossible. J'étais tellement fatiguée, il m'a opéré, il m'a accouché, il n'a pas fermé dessus. Après, on est obligé de m'entraîner, de m'hospitaliser encore 2 mois pour que ça ferme. Presque 1 mois après, l'autre médecin m'a dit il faut opérer encore parce que tu as une kyste ovaire. Après, j'ai opéré cette kyste, mais il a coupé mon intestin. Pour le moment, il faut que j'opère encore. Mon frère a été victime d'une erreur médicale et c'est à la suite d'une injection qu'on s'est rendu compte qu'il y avait infection. Et malheureusement pour lui, il avait fini par rendre l'âme. Des cas de plus en plus fréquents dans le domaine de la santé, suffisant pour demander plus d'attention dans les soins. Je pense qu'aujourd'hui qu'il est temps que les autorités prennent les devants et surtout à travers la formation des médecins parce qu'il s'agit d'un secteur clé et on ne peut pas se permettre de commettre à chaque fois de telles erreurs. C'est des manquements. Il faut qu'ils sachent bien faire bien le travail parce que ça c'est pas normal. C'est pas normal. Et maintenant j'ai qu'une fille avec moi. C'est pas normal. Et je prends de l'âge. Le débat est posé et c'est suite à l'affaire Bekay Cissé, un fait imputé à une erreur médicale, ce qui met encore une fois au devant de la scène les autorités médicales du Sénégal. Parlons de toute autre chose à présent et direction le département de Goudomp où 4 tonnes de denrées alimentaires ont été saisies par le service d'hygiène. Des produits périmés, la brigade régionale du service d'hygiène s'engage à former les commerçants. Plus de détails avec nos correspondants sur place, Bakary Kanté et Salah Samb. Des produits périmés saisis à Goudomp d'une valeur de 2,5 millions. Nous demandons à la population et aux commerçants, avant d'acheter ces produits-là, il faut toujours regarder les produits qu'ils achètent pour vendre. Parce qu'on doit assurer la sécurité sanitaire de la population. On avait saisi une quantité un peu importante qui faisait à peine 2 tonnes, comme le préfet vient de le dire, et à une valeur de 2 millions. Goudomp frontalier à la Guinée-Bissau avec de multiples marchés hebdomadaires. Nous sommes dans un département qui a une frontière avec un autre pays. Et souvent, nous notons donc pour des produits comme ça sur les marchés. Et c'est le lieu de féliciter donc la sous-brigade d'hygiène de Goudomp qui nous a permis de faire la saisie de ces produits-là. La brigade régionale fait aussi des saisies et promet une formation des commerçants. Il y a une grande méconnaissance de manière générale des commerçants sur les règles d'hygiène alimentaire des denrées alimentaires. Donc, ce qui fait que nous sommes confrontés sur le terrain à 4 types de saisies. Donc nous avons des produits qui ont atteint leur date de péremption. Donc à côté, nous avons des produits qui sont dénaturés. Donc ensuite, nous avons des aliments qui sont mal protégés ou mal conservés. Et enfin, nous avons les médicaments.
Donc sur tous les plans, il s'agit de produits qui présentent des inconvénients. Donc sur le plan hygiène, sur le plan organoleptique, sur le plan nutritionnel, sur le plan réglementaire, sur le plan sécuritaire et même sur le plan économique. Donc à côté de la répression, donc, nous envisageons de développer un encadrement des commerçants. Donc, ce qui va nous permettre d'une part d'amondir les cas de saisie, mais surtout d'autre part d'inculquer cette notion de bonne pratique d'hygiène au sein des commerçants. Le service d'hygiène de Sédhiou appelle à la vigilance. L'État décide de geler l'importation de l'oignon pour favoriser la production nationale. Une mesure qui, chez les consommateurs, ne fait pas l'unanimité. Et pour cause, certaines ménagères assurent que des marchés n'ont pas encore été approvisionnés en oignon local. Les stocks d'oignons importés sont, eux, presque épuisés. Direction le marché Tilène avec Fatih et Mohamed Dian. Abdourahman, un commerçant établi à Tilène depuis quelques années. Ce matin, la discussion tourne autour de l'oignon importé. Son stock presque épuisé. J'avais un stock de 25 sacs d'oignons, mais en 3 jours seulement, j'ai écoulé une bonne partie de la denrée. Il me reste 8 sacs. L'oignon importé est moins cher. Le sac de 25 kilos est vendu à 6 000 francs. Le kilo coûte 300 francs. Gel de l'oignon importé, une décision de l'État. Constat, l'oignon local. Pas encore sur le marché. Les commerçants craignent une pénurie. Avec cette méthode, on peut faire face à une rupture. Avant de geler l'importation de l'oignon, il fallait approvisionner le marché en oignon local. 2 femmes, un même prénom. Différents points de vue. Je préfère acheter l'oignon local. C'est ma façon à moi d'encourager nos paysans et de consommer évidemment local. Par contre, je préfère l'oignon importé parce que l'oignon local a beaucoup de défauts. Il pourrit très vite. Les commerçants de Tilène sont unanimes. Les producteurs d'oignons local ont beaucoup à faire. Éducation avec les résultats de Djangando 2016, 22 686 enfants ont été testés. Les résultats sont faibles selon les initiateurs du projet et le forum civil. Parmi les points faibles, la lecture et les mathématiques. Plus d'explications avec nos correspondants dans la région de Thiès, Charanta Diop et Saïla Tir. L'inspecteur d'académie de Thiès, le corps enseignant, la société civile, tous les acteurs de l'éducation ont pris part à la restitution des résultats de Djangando 2016. Des enquêtes ont été menées au niveau de plusieurs mélanges du département de Thiès. Les résultats sont jugés trop faibles. C'est les résultats qui sont donc faibles. Et surtout, donc, en lecture, on est aujourd'hui à 18% des enfants qui ont été donc testés au niveau départemental. En mathématiques, on est à 21% et en culture générale, on est à 22%. Et nous avons fait 317 mélanges et 429 enfants ont été testés. Et certains étaient donc au niveau rural et d'autres au niveau urbain. Le niveau correspond donc aux enfants qui ont fait des études jusqu'en classe de CE1, ça a donc 3 ans d'études. C'est ça que nous avons appelé donc le niveau médian. Ce sont donc ces résultats-là que nous avons eus. Et nous avons constaté que c'est des résultats qui sont assez faibles par rapport à nos attentes. Le niveau donc de la lecture au niveau du département de Thiès est à 18%. Pour inverser la tendance, des recommandations fortes ont été faites. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour inverser les tendances et pour changer donc de paradigme? Le constat, c'est que dans certaines structures, il n'existait pas donc de bibliothèque. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour qu'il y ait des bibliothèques dans tous les quartiers de la ville, dans les villages? Parce que là aussi, aujourd'hui, on est frappé par l'effet des portables, de l'Internet, etc. Les enfants ne lisent plus. Il faut maintenant les inciter à la lecture. Les collectivités locales, les enseignants, les parents d'élèves, tous sont interpellés sur la situation de l'école à Thiès.
Depuis quelques jours, de nombreux automobilistes se plaignent du nouveau plan de circulation établi sur la VDN. Aux heures de pointe, la circulation est presque bloquée alors que ce nouveau plan de circulation devait normalement réduire les embouteillages. Aucun résultat positif selon certains automobilistes. Réaction dans ce reportage, il est signé Aïssatou Paye et Younous Diatta. Sur la VDN, près de la cité Keur-Gorgui, circulation fluide des deux côtés de la route. Pas d'embouteillage, contrairement à la situation de la veille. Les autorités compétentes doivent construire des ponts sur la VDN. C'est la seule chose à faire pour que l'on puisse circuler normalement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Le plan de circulation qu'ils ont mis en place, je dirais que c'était juste un mauvais plan. Cela a créé un embouteillage monstre. Les policiers et les gendarmes doivent se relayer pour faciliter la circulation à chaque coin de rue de la cité Keur-Gorgui et à Mermoz aussi. Nous devons avoir un gros effectif pour régler ce problème. Pour ce motocycliste, beaucoup de choses à mettre en place pour aider et les piétons et le reste des usagers de la route. Nous sommes tous des citoyens. À mon humble avis, il faut que ceux qui s'occupent de la circulation routière fassent tout leur possible pour régler les problèmes que nous avons. J'ai beaucoup voyagé, mais la situation que nous vivons est critique. Minimum 12 pays Afrique. Maroc là mujjé, mais li ma gis fi daal gisuma ko benn dëkk. D'autres, par contre, souhaitent qu'on remette le plan de circulation sur la VDN pour plus de fluidité. Certains étaient pour, d'autres contre, que ceci est valable dans beaucoup de choses. Vous savez, c'était bien ce plan, parce que nous avions beaucoup de problèmes pour traverser ce point. La route était dégagée, avant nous avions même des difficultés à contourner le rond-point des deux voies. Et ce plan était efficace. Vraiment arrangé. Et tout, moi je trouvais que le devoir était dégagé, quoi, tu vois. Parce qu'ici il y a un embouteillage de fou vers 17h comme ça. Mais je trouvais que c'était dégagé, franchement, mais j'ai vu que maintenant il n'y en a plus. D'accord, vous voulez qu'ils remettent ça alors? Franchement, moi, c'est m'arranger. Hein. Et même les charretiers ont leur mot à dire. De circulation, arrangé nañu bu baax. Ci man nak arrangé na ma de. Da gënoon gaaw kay. Ndax moo ñu arrangé yi. Signature d'une convention entre la direction de l'urbanisme et la commune de Sandiara, située dans la région de Thiès. Objectif de cette signature, mettre en place un programme de planification urbaine afin d'organiser l'espace et réglementer l'occupation du sol. Pour plus de détails, écoutons le maire de la commune de Sandiara, suivi du directeur de l'urbanisme. Ils sont tous les deux au micro d'Ibou Diouf. Pour l'élaboration d'un document de planification urbaine, pour organiser l'espace au niveau de notre commune et réglementer surtout l'occupation des sols. Tout le monde le sait, à Dakar comme à Mbour, à Ziguinchor comme à Saint-Louis, l'occupation des sols s'est faite de façon assez anarchique. Et c'est exactement ce que nous voulons éviter. L'avenir, c'est commencer déjà à aménager, à réfléchir sur le futur. Nous souhaitons donc que votre direction, vos équipes d'ingénieurs nous aident à établir des espaces universitaires. Nous souhaitons aussi que les espaces soient réservés pour les générations futures. Nous avons dit que c'est un plan 2015-2040 qui doit être bien réfléchi et qui doit être bien sûr soumis au chef de l'État pour un décret présidentiel. Vous savez qu'on n'implante pas n'importe quel projet, n'importe où et n'importe comment. Bon, vous savez aussi que quand vous avez des projets de développement, ça s'accompagne aussi par même l'établissement, si je me répète, d'établissement humain. Et vous savez que l'ODD 11, l'objectif de développement durable numéro 11, dit qu'on doit faire de sorte que les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Donc nous sommes en plein dans le développement durable. Et nous avons approché la commune de Sandiara après avoir eu écho vraiment de l'ensemble des projets et des investissements que le maire et son équipe, ont prévu de faire dans cette commune-là. Et c'est dans ce sens que nous avons approché M. le maire, qui a été très réceptif, et parce que tout ce qu'on a vu ici doit être fait dans le cadre d'une planification rigoureuse. Et puis
dans l'actualité internationale, 14 pays qui mobilisent plus de 600 millions de dollars pour lutter contre la famine au Nigeria causée par le djihadisme. Le leader de Boko Haram au Nigeria, lui, déclare avoir tué son propre porte-parole. Mais tout d'abord, direction l'Afrique du Sud, où la police a réprimé une marche contre les étrangers. Ce vendredi, l'actualité hors de chez nous nous est racontée par Daniel Diouf. Des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser des centaines de manifestants anti-immigrés qui défilaient à Pretoria en Afrique du Sud ce vendredi. Une marche qui intervient après une vague de violents incidents, des riverains en colère qui pillaient et brûlaient des bâtiments occupés par des étrangers, soupçonnés d'abriter des maisons de passe ou de trafic de drogue à Johannesburg et dans la capitale. Les manifestants accusent les étrangers, dans un contexte de fort chômage et de pauvreté, de voler le travail des Sud-Africains et d'encourager la criminalité. Environ 500 manifestants ont marché vers le ministère de l'Intérieur. Tout au long du parcours, les commerçants avaient tiré le rideau de fer de leurs boutiques. La lutte fratricide au sein du groupe islamiste Boko Haram prend un nouveau virage. Dans une vidéo consultée par l'AFP, Aboubakar Sheko, leader d'une faction du groupe, affirme avoir tué le porte-parole de l'organisation. Dans la vidéo consultée par l'AFP, il déclare avoir tué Tassiou, également connu sous le nom d'Abou Zinira, et qui était jusqu'alors le porte-parole de la secte islamiste. Aboubakar Sheko l'accuse notamment d'avoir fomenté un complot contre lui avec l'aide d'un autre commandant du groupe, Baba Amar. Enfin, 14 pays se sont engagés ce vendredi à fournir la somme de 672 millions de dollars au Nigeria. L'objectif, c'est de soutenir le pays et les pays voisins confrontés à la famine du fait de l'insurrection menée par Boko Haram. Le montant promis sur 3 ans est destiné à une région où 10 millions de personnes ont aujourd'hui besoin d'une aide d'urgence selon les Nations Unies. L'ONU estimait les besoins à quelque 1,5 milliard de dollars pour la région du lac Tchad. La situation humanitaire dans cette zone frôle le désastre, conséquence de 8 années de violences perpétrées par les djihadistes. Écoles, dispensaires et agriculture sont en ruine. Un peu plus de 5 millions de personnes manquent de nourriture et plus de 500 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë. L'arrivée prochaine des pluies expose également de nombreux habitants au paludisme. Le Sénégal doit encore faire des efforts dans le respect des droits humains. C'est ce que révèle le rapport annuel d'Amnesty International présenté le 22 février dernier. Liberté d'expression et de manifestation, lutte contre l'impunité, respect des personnes en détention. C'est l'heure de la chronique du JT. Elle est signée Papis Diao. La réussite est au bout de l'effort. C'est peut-être arbitrairement la maxime appropriée pour consoler Amnesty International dans son éternel combat pour les droits humains. Son rapport annuel 2016-2017 est plus qu'éloquent. Il est par moments terrifiant, désolant ou inquiétant. Alors, la consolation ne saurait être maigre, ni assimilable tout bonnement à un effet insignifiant. Elle a au moins une substance, une énergie qui entretient le refus du silence. Ce refus de taire les dérives d'ordre humanitaire d'où qu'elles viennent. La provenance de quelques-unes de ces dérives soulevées par le rapport donne des sueurs froides. Les traditionnels apprentis en démocratie d'alors rivalisent avec les seigneurs d'avant. Les 140 manifestations interdites ou les 600 arrestations consignées dans le rapport cachent mal la grande nouveauté cette année. Quand les États-Unis et la France se sont épinglés pour violation de la Constitution et non-respect des droits internationaux à côté des discours haineux, il y a de quoi se gratter la nuque. Si les optimistes pourraient en déduire une simple ironie du sort, les pessimistes ne seraient quant à eux pas excessifs s'ils le subordonnent à une suite logique principalement aux Américains en ne dédouanant pas les Français. Quand la plus grande démocratie du monde bascule dans les prémices de la disgrâce, les premiers éléments du diagnostic doivent s'orienter vers la première autorité du pays, donc le président. D'abord son profil, ses compétences et ses motivations. Sans insulter, bien évidemment, le choix du peuple américain, Donald Trump est inconsciemment ou consciemment dans une dynamique de désacralisation de la fonction de président. Les dirigeants du monde sont plus qu'avertis.
La chronique du JT qui met donc un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous retrouve à demain 20h pour le journal. En attendant, je vous laisse en compagnie de Bouba qui assure la permanence. Bonsoir Bouba. Bonsoir Léa et merci pour cette édition qui va se refermer avec l'invité du journal. Nous parlons de questions de sécurité dans un instant.